Bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui, je reçois de nouveau Bernard Chaumeil, mais cette fois pour parler de son dernier livre qui est sorti, qui est Tu seras un nouvel homme, mon fils. Hein, c'est se libérer des injonctions qui pèsent sur l'identité masculine. Eh bien, bonjour Bernard. Bonjour, Ludovic, merci. Bonjour à tout le monde. Mhm. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous regarder et qui ne te connaissent pas. Est-ce que ça sera possible de te représenter? Un petit résumé de qui tu es, de ce que tu fais. D'accord. Bah, écoute, je suis thérapeute, analyste énergéticien. Donc, c'est trois mots pour une fonction d'accompagnant, donc le thérapeute, d'analyste parce que j'étudie l'histoire des gens, leurs problématiques à la fois physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, à travers leur histoire perso depuis la naissance, leur histoire familiale, donc dans la lignée, leur histoire personnelle dans le transpersonnel, donc souvent dans des incarnations passées, ça peut nous arriver d'aller dans ce parcours-là, et puis dans le culturel aussi. Donc en fait, mon approche, elle est accompagnante, on étudie l'histoire et puis j'ai une fonction d'énergéticien parce que je suis un passionné de la libération de la mémoire cellulaire. Donc c'est pour ça que euh, je m'intitule comme ça. Ce que je peux dire qui peut intéresser, c'est que je suis thérapeute, mais je suis humaniste et donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en soignant les gens et l'individualité, de soigner le collectif. C'est ma passion en tant que psychanalyste jungien depuis 32 ans. Je, 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 je pense qu'on peut travailler sur les archétypes collectifs et l'inconscient collectif. Et donc, en soignant un groupe d'individus qui portent les mêmes blessures, je pense qu'on peut travailler l'humanité. C'est un peu dans ce sens que je fonctionne et que je m'émerveille souvent de ce qui se passe et de ce qu'on est capable de faire. Merci. Merci Bernard pour cette présentation succincte. Moi, ma première question, ça va être, pourquoi justement, pourquoi tu as fait ce livre? C'était quoi qui t'a poussé justement à publier ce livre spécialement sur le masculin et ses blessures? Alors, sincèrement, très honnêtement, c'est parce que juste avant, j'avais écrit un livre sur les femmes, à la demande d'une éditrice qui venait en consultation et qui suivait une formation et elle voulait que je puisse faire un livre qui soit écrit comme je parlais dans les témoignages ou les comptes rendus des histoires des personnes que je recevais. Et donc, elle m'avait demandé un livre sur les blessures féminines et le moyen de pouvoir les libérer. Et donc, ça a duré 9 mois ce livre. C'était pendant le confinement, le premier confinement. Et on va dire que dès le cinquième, sixième mois, hein, c'est un peu comme une grossesse, j'ai eu une envie, un désir profond et de pouvoir faire la même chose pour les hommes. J'ai été pris dans une dynamique de compassion pour les femmes. Et du coup, je me suis dit que si je pouvais faire la même chose pour les hommes, ça serait merveilleux. Je n'aurais jamais pensé le faire, sincèrement. Je n'aurais jamais osé le faire non plus. Et cette ouverture à cette écriture pour le féminin m'a donné un espèce de droit et d'envie à m'occuper de la blessure masculine. Hmm. Donc, j'ai proposé à l'éditrice qui m'avait commandé le livre sur les femmes de faire la même chose. Au départ, elle était réticente, et puis ensuite, elle m'a fait confiance. Et puis, j'ai remis 9 mois de gestation pour écrire ce livre, qui a été beaucoup plus difficile à écrire, parce que du coup, j'ai été impliqué en tant qu'acteur et en tant qu'homme, et avec des réactions personnelles, familiales, des souvenirs qui m'ont remonté. Et donc, c'était beaucoup plus, on va dire, un peu compromettant d'écrire ce livre sur les hommes, parce que automatiquement, je n'étais plus un comment dire, quelqu'un qui témoignait, un témoin compassionnel, mais j'étais plutôt un acteur réactif. Tout est Hmm. émotif à réaction, quoi. Hmm. Voilà.
Dans ce livre, tu commences au tout début pour dire que finalement, les hommes, ils ont trois naissances différentes. Ils ont une première naissance de leur mère, donc une naissance physique, physiologique, une naissance de leur père, c'est le lien de comment ils se construisent en tant qu'hommes par rapport à leur père, et finalement, une naissance de leur singularité dans leur moi profond. Et comment tu peux, enfin, est-ce que on peut approfondir ces trois étapes déjà? Oui. Comment tu les vois? Ben, je pense qu'on peut les approfondir dans la pratique thérapeutique, tout simplement. C'est que notre naissance biologique, elle est complètement liée à la mère, à son histoire, à la façon d'accoucher, à notre naissance factuelle, hein, dans toutes les circonstances de naissance, l'accueil, etc. Donc il y a vraiment un lien de proximité extrêmement puissant. On est tous hommes, c'est une évidence, une lapalissade, mais c'est bien de le dire quand même parce qu'on est tous nés d'une femme et en plus de notre mère, c'est quand même pas rien, quoi. Donc ça veut dire on est marqué profondément et cellulairement par le passage féminin et par le corps de la femme et donc par la matrice et la maternité et tout le potentiel possible des femmes qui est quand même le facteur nourricier, protecteur, éveilleur et mise au monde. Donc, on a tout ça en nous, c'est quand même énorme. Et on a une énergie masculine, paternelle, on va dire, dans la lignée des hommes, avec l'audace d'être un créateur et de prendre une place de créateur, un peu comme si on se rapprochait de Dieu, tu vois. Et puis on se dit, mais il ne faut pas que je me prenne pour Dieu, mais bon, à un moment donné, il faut se dire, si je suis conçu par Dieu, j'ai un atome du créateur en moi, il faut que je le trouve, quoi. Tu vois, c'est faire honneur à l'artiste que de remettre les origines de sa création en se disant, ben, je suis conçu de ça, donc je suis génial quelque part. Donc il y a ce facteur fondamental, vraiment les fondements de l'identité féminine et masculine. Et à un moment donné, il y a l'audace individuelle de s'autonomiser, de se mettre au monde par soi-même avec tous ces éléments d'héritage et de choisir sa vie et non pas de rester dans des loyautés de la vie de la mère ou de la vie du père et de vraiment prendre sa place et de rentrer dans la responsabilité créative. Et c'est ça, je pense, qu'on appelle dans toutes les traditions un peu la révélation. On la situe en général entre 30 et 40 ans. Et là, normalement, on se pose, on trouve ce qu'on a envie de faire, on change de boulot, on change de vie, on trouve ses paramètres d'identité à la fois sexuelle, professionnelle, spirituelle. Et là, on peut dire que normalement, quand tout se passe bien, et ce n'est pas toujours le cas, qu'on existe par nous-mêmes et que le monde, quelque part, nous appartient et on appartient au monde. Hmm. C'est un- j'ai un beau résumé d'un chemin d'incarnation, tout ça. Complètement ça. Alors, dans ton livre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, alors déjà, il est très pragmatique parce que tu parles de plein de blessures différentes. On va voir que tu parles de trois séries de blessures différentes pour les hommes. Et j'ai l'impression que c'est comme si ça faisait un petit peu un petit guide de quand on lit toutes ces blessures, enfin moi j'arrive à me reconnaître dans certaines et il y a des choses qui résonnent, d'autres moins. Et donc tu résumes tes séries de blessures par les blessures archétypales, les blessures sociétales et les blessures dans la chair, donc liées au corps masculin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement de ces trois axes de blessures sur lesquels tu as écrit ton livre? Oui. La dernière fois, tu m'avais interrogé sur la thérapie archétypale. Et donc, bon, je suis avant tout un thérapeute, hein. Donc, mon regard et mes mots aussi, et puis mon écriture, elle est thérapeutique à la base, quoi, hein. Je ne suis pas un philosophe, ni un littéraire, ni un poète, euh, mais je suis thérapeute. Donc, ma vision est complètement soignante. Et donc, à la base, je me suis posé la question, quand les gens viennent me voir, c'est très différent. Des fois, ils viennent me voir parce qu'ils ont une pathologie. Là, par exemple, demain, j'ai un monsieur qui vient de loin et qui est amené par un ami à lui. Je trouve ça très beau dans la fraternité masculine parce que
c'est un ami qui le récupère à l'aéroport et qui l'amène à Deauville pour, pour qu'on essaie d'aborder dans toutes les approches de la thérapie sa pathologie qui est une sclérose en plaques fulgurante qui vient d'avoir. Donc c'est extraordinaire parce que là, on va partir d'une blessure du corps, du système nerveux, que l'on va pouvoir déterminer dans les dates, à partir de quand ça a commencé, essayer de voir le contexte environnemental de cette période. Est-ce qu'il y a eu des émotions, un deuil, un licenciement, une déception amoureuse, quelque chose de fort et d'important. Puis ensuite, on va pouvoir, de cette connexion entre la somatisation de la maladie et peut-être le contexte vital vivant de la personne, on va peut-être pouvoir étudier un petit peu son histoire, comment il est né, d'où il vient. Je pense que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, donc du coup, de quel endroit et c'est quoi les loyautés qu'il y a là-bas dans le territoire où il est ou dans la race à laquelle il appartient. Il y a des loyautés comme ça culturelles, socio-culturelles, des fois religieuses qui sont très marquantes. Et puis peut-être s'aligner aussi pour voir s'il y a des choses qui se répètent. Et, et voilà. Donc du coup, à travers cet exemple-là que j'ai la chance d'avoir demain, eh ben, on verra si on tombe. Alors, la blessure de la chair, on l'a, elle est là. Hein. Il y a peut-être, elle peut cacher d'autres blessures de la chair, mais en tout cas, celle-là, on l'a. Après, on a peut-être des blessures sociétales, c'est-à-dire, c'est quoi son comportement dans la société, dans la culture, dans le monde où il est, à quoi a-t-il été confronté, qu'est-ce qu'il a peut-être subi par rapport aux autres, au monde, à l'adversité, qui ait pu le marquer comme ça. Peut-être, tu vois, des fois, il y a des gens, ils sont mal nés dès le départ, ils n'ont pas été désirés, et puis ils ont été en plus malmenés, maltraités et donc blessés toute leur vie. Donc, ils ont un contexte euh, sociologique, un contexte sociétal qui est complètement comment dire, marqué. Par exemple, s'ils ont été adoptés, donc ils auront peut-être été abandonnés à la base, puis ensuite adoptés, ils ont un contexte sociétal, avec une blessure sociétale, celle de l'abandon, et ensuite une expérience sociétale qui est celle de l'adoption, qui n'est pas toujours bien gérée et qui à un moment donné, soulève de toute façon le besoin de se trouver dans son identité. Et puis, au-delà de ces deux blessures, la chair et la société, le monde dans lequel on est, l'humanité dans laquelle on a des blessures archétypales qui sont des blessures qui marquent l'inconscient collectif à travers le temps et qui font qu'on est porteur de certaines faiblesses, de certains handicaps, de certaines restrictions, de certaines, là aussi, loyautés, censure, etc., comportements qui se répètent à travers le temps, malgré nous, et que je crois, aujourd'hui, en 2023, on est apte à rompre. C'est-à-dire il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a des choses que je trimballe comme ça, que je reproduis, qui ne me conviennent pas? Est-ce qu'il est possible de s'en défaire, on va dire, élégamment, ou en tout cas avec bienveillance, pour pouvoir rompre des comportements qui sont systémiques à travers les civilisations, par exemple la guerre, par exemple la responsabilité un peu animale, un peu bestiale, un peu réactive, instinctive, qu'on attribue à l'homme. Sa maladresse à être insensible, par exemple, à ne pas exprimer la sensibilité. Ce sont des blessures archétypales qui viennent de loin. Elles ont des raisons d'être comme ça. Alors, on les prend, et c'est un des caractères du livre, c'est que je me suis rendu compte en l'écrivant que très souvent, on attribuait aux hommes des défauts. On pensait que c'était des défauts, manque de sensibilité, manque de bienveillance, manque de tact, manque de finesse, manque de ceci, manque de cela, ou trop d'eux. Hein, c'est toujours un manque d'eux et trop d'eux. Et puis en même temps, c'était pas des défauts, c'était des blessures. Et j'ai voulu présenter que l'homme, s'il était perçu à travers non pas des blessures, c'est-à-dire une faute, mais à travers euh,
non pas je veux dire des défauts, c'est-à-dire une faute, mais plutôt des blessures, c'est-à-dire qu'il a été embarqué humainement dans des schémas dans lesquels il s'est dépatouillé comme il a pu, mais il a laissé des plumes et il est resté blessé depuis. À ce moment-là, on peut rétablir la vraie blessure et on peut libérer ce corps de souffrance masculin qui peut s'engrammer ou par des blessures collectives comme ça de l'inconscient collectif, archétypal, ou des blessures sociétales, parce qu'on a des schémas comportementaux, le sexisme, le féminisme, tout ça, c'est complètement sociétal, le machisme et tout ce qu'on veut, la sexualité aussi, et puis des blessures de la chair, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus, et on va dire que ces dernières années, ça n'a pas diminué, bien au contraire, ça a révélé des blessures latentes, des blessures chroniques, des blessures qui étaient prêtes à exploser. Et aujourd'hui, ben, on est face à quand même à beaucoup de somatisations physiques qui, à mon sens, ne peuvent pas être soignées uniquement par la médecine ou par les médicaments ou par une intervention chirurgicale, même si ça reste le meilleur des moyens, mais plutôt par un travail de fond. Et ce travail de fond, c'est de dévictimiser la victime et pour ça, du coup, de ressentir sa blessure et d'oser aborder avec bienveillance euh, euh, le fait qu'on a pu effectivement être affaibli et malmené, voire manipulé dans le temps et que c'est peut-être le moment d'arrêter. Hmm. En fait, ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est que finalement, tu aurais fait un super enquêteur. Parce que quand tu as un patient qui arrive, tu essayes de tirer le fil pour aller voir les tenants et les aboutissants j'allais dire du crime, enfin du, de la somatisation. Et que tu tires le fil en essayant de voir d'où vient en fait, l'énergie bloquée. Oui, Après, moi, ce que je voyais, je me posais la question quand tu disais ça, si ces blessures, elles sont pas comme des poupées russes, les unes imbriquées dans les autres, parce que la blessure de la chair, pour moi, c'est la somatisation. C'est comment elle se matérialise dans le corps, qu'elle vient sûrement souvent d'une blessure sociétale qui est liée à une blessure archétypale. C'est si on le l'archétype de l'homme qui parle pas parce qu'il est fort, on pourrait dire que c'est plus archétypal. Ça va se basculer dans le côté sociétal dans le couple, l'homme ne parle pas assez de lui, donc sa femme va être plus en demande, qui s'ouvre plus, et puis peut-être qu'à un moment donné, cette blessure-là, elle va se symptomatiser dans le corps. Est-ce que toi, tu les perçois comme ça ou d'une oui. autre manière? Non, non, je les perçois totalement comme ça. Et en plus, dans le travail énergétique que j'applique et de thérapie archétypale, du concept de la thérapie archétypale, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand pour moi, il y a l'expression d'une somatisation charnelle, physique, est toujours associée à une expression de somatisation subtile, émotionnelle, intellectuelle, mentale et même spirituelle. Donc il y a toujours une suite logique. C'est comme si à un moment donné, la goutte d'eau qui pourrait être un événement fait déborder le vase de l'énergie de la personne qui, du coup, au lieu de contenir à l'intérieur d'elle-même ses blessures, eh ben, les explose dans une somatisation physique. Ouais, on a la même vision, donc tout va bien, on va Oui, se bien sûr. comprendre. Et du coup, tous les thérapeutes, mais les médecins aussi, vont travailler en fait, sur une onde. Ils travaillent sur une vibration. Le médecin va travailler, par exemple, sur une tumeur au cerveau. C'est une vibration qui est densifiée, localisée dans un lieu du corps et qu'il faut travailler avec perfection, avec connaissance. Mais en même temps, et ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler sur des tumeurs de cerveau, c'est pour ça que j'en parle, mais en même temps, cette tumeur de cerveau, elle a automatiquement pour origine des prises de tête, des fixations, des choses non résolues, des choses qu'on a toujours entendues qu'on ne veut pas entendre, donc ouais, peut-être aussi des injonctions, d'où dans le livre, c'est pour ça que je me suis amusé à proposer des injonctions pour que les hommes soient touchés par quelque chose qui a un peu d'humour et un peu, on va dire,
peu musclé, quoi. Hein, quand tu dis à un mec tais-toi et que toute ta vie tu as appris à te taire et qu'il faut pas. Et quand on te dit mais parle, au bout d'un moment tu dis jamais rien, tu n'expliques rien, etc. Et après, quand on voit que le mec il a eu des lignées de gens qui ont fait la guerre ou qui ont été dans des monastères, etc., à qui on disait surtout ne parlez pas, parce qu'il ne faut pas vous faire repérer, parce qu'on ne parle pas quand on prie, parce que ceci, parce que cela. Donc, du coup, à part parler dans les bars et dans des beuveries, ce qui correspond aujourd'hui à du sport, à la bière, au match de foot, etc., c'est exactement le même créneau, quoi. On s'autorise pour, euh, pour, euh, pour se lâcher, mais on a été structuré et modifié quelque part, presque dans un programme, pour nous donner un comportement qui correspondait à des époques, à des civilisations et à des ordres reçus Hmm. aussi par donc la société et puis par l'idée de Dieu, donc la spiritualité ou l'intellect qu'on y attribuait. C'est un Hmm. sujet plus subtil, hein, mais bon, ça fait partie du sujet. Donc en fait, cette vibration sur laquelle le chirurgien va travailler, eh ben, le thérapeute holistique va aussi y travailler, le psy va y travailler, les magnétiseurs va y travailler, comment dire, le spirituel qui pourrait simplement prier ou se mettre à disposition va aussi travailler sur cette vibration. Et quand on est nombreux à travailler sur la même vibration, alors on a une chance vraiment certaine, je pense, de la modifier, voire de la transformer complètement et de la libérer. C'est toute l'ambition thérapeutique que certains prennent pour de l'illusion, mais que nous prenons pour une aventure fantastique, merveilleuse. L'impression que finalement, tu nous parles de médecine holistique parce que la blessure de la chair, elle travaille au niveau du corps, que la blessure de sociétale, c'est plutôt être le comment je suis en relation avec mon environnement, donc plutôt dans le corps émotionnel. Et la blessure archétypale, elle parle de l'esprit, de quelle information j'ai au départ, qu'est-ce qui informe le corps de mon axe en fait. Donc finalement, en retravaillant sur ces trois, on travaille de manière holistique sur comment l'énergie est bloquée en moi, dans le corps, dans mes émotions et C'est dans ça, ma structure archétypale, dans ma conception en fait mentale. c'est ça. En classant ces trois blessures, on a une espèce de logique pour pouvoir travailler sur tous les corps que nous avons en tant qu'individus, du corps physique jusqu'au corps subtil. Pour moi, on a plusieurs corps subtils et donc on peut travailler sur tous les plans de conscience de l'individu jusqu'à même le système nerveux, le système osseux, le système gynécologique, le système dermatologique, tous les systèmes. Le système énergétique est un système à part entière, plein de vibrations et on travaille là-dessus. Alors, ce qui est super bien dans ton livre, enfin, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que donc tu as ces trois catégories de blessures. Bon, je sais plus combien t'en mets dedans. Je crois qu'il y en a 11 il y a 11 blessures par C'est ça. catégorie. Mais ce qui est très très bien, c'est que dans chaque blessure, tu mets un exemple, un témoignage thérapeutique. Ça veut dire, alors tu parles pas de l'identité, mais tu parles de témoignages que tu as eu avec un patient pour donner des exemples. Tout à l'heure, par exemple, Oui, on parlait des injonctions. Tu disais au début du livre, tu mets plusieurs injonctions, du style sois fort, tais-toi, je ne sais plus combien il y en a. Et la 33. moi, j'ai un exemple qui m'a touché quand tu disais, ben, peut-être que, enfin, moi, ce que je sens, c'est que la première blessure, ce que tu as dit à l'instant des hommes, c'est tais-toi. C'est déjà qu'il faut pas qu'ils parlent. Parle d'eux, de leurs blessures. Et tu parles de l'exemple de quelqu'un qui était corse dans ton témoignage et avec une certaine une lignée de l'omerta et qui fait qu'il pouvait pas dire parce que c'était un peu la malédiction, il fallait pas parler. Et que lui, dans sa thérapie, il fallait qu'il puisse aborder sa problématique, en fait. Oui, Et ça, je trouve que vraiment le côté tais-toi chez l'homme, c'est vraiment, pour moi, je dirais la première injonction, quoi, il faut pas parler, quoi, faut être fort, quoi, faut rien transmettre de sa vulnérabilité. c'est ça. Et alors, dans cet exemple-là, notamment, il y avait vraiment, pour cette personne, il y avait vraiment, il y avait
il était au pied du mur, c'est-à-dire que euh, en plus, les consultations se passaient à Paris. Le monsieur venait de Corse, il quittait son territoire, ce qui était assez symbolique, hein. Il quittait son territoire où il était enfermé par une loyauté sur des générations, parce qu'il y avait une grosse histoire derrière quand même qui était assez fumeuse, hein, qui était vraiment énorme, un assassinat, un truc comme ça, un truc vraiment dont on ferait une jolie série, hein. Et ce monsieur, pour sa santé, pour son couple, pour sa famille, pour ses enfants, il se devait de changer l'histoire parce que c'était plus possible de continuer comme ça. On ne pouvait pas continuer à avancer avec un secret de famille qu'il fallait garder par loyauté et qui en même temps trompait tout le monde. Donc, il avait à un moment donné, il avait un choix ou aborder la vérité et rompre une loyauté et donc euh, des serments qui avaient pu être tenus de génération en génération et en même temps sauver sa famille, préserver ses enfants, les rendre plus humains parce que plus sociaux, plus libres de de cette règle de silence. Et donc, du coup, ben, à un moment donné, ça lui appartenait. C'était où on trouve une solution pour en parler. Il y a toujours des solutions, on n'est pas obligé de le déclarer au monde entier. Et à ce moment-là, on rompt quelque chose, mais il y a la peur inconsciente de faire du mal, de trahir, même de recevoir des sanctions, même de gens qui parfois sont décédés, hein. Donc, du coup, on peut avoir une trouille qui a été entretenue à travers le temps, que si on ne fait pas bien, si on ne fait pas comme le Père, si on ne fait pas comme les ancêtres, alors on aura une malédiction. Voilà. Donc là, du coup, à un moment donné, le thérapeute, il amène à un point, c'est exactement comme si on arrivait au bord du ravin, et là, on ne peut pas continuer le chemin. Il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quoi. Et après, il faut sauter. Euh, moi, ça me fait penser à quand tu me parles de ça, que les hommes, ils arrivent au bord du ravin. Est-ce que tu as l'impression, dans ton parcours de thérapeute, que aujourd'hui, tu vois plus d'hommes qui prennent conscience de leurs problèmes? Moi, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est ma sensation, hein, qu'il y a 20 ou 30 ans, les hommes, ils pouvaient rester toute une vie comme ça, quitte à partir dans la tombe avec leurs problèmes, et que maintenant, vu que la société change, ils sont plus rapides, enfin, ils sont souvent au bord du gouffre de leur vivant, enfin, j'allais dire, et qui viennent parce qu'ils voient qu'il y a un truc qui va pas dans leur couple, que ça va plus, et que il y a beaucoup plus d'hommes qui se mettent au travail, j'allais dire, ou qui vont dans leur vulnérabilité pour comprendre qu'il y a un truc à régler, quoi. Est-ce que ça, Oui, tu le perçois, oui, toi? oui, je le perçois totalement. D'abord, dans les faits, c'est que quand j'ai commencé à 32 ans, j'avais exclusivement des femmes et des enfants. Et que maintenant, ben, c'est à peu près équilibré, quoi. C'est 40-45% d'hommes, c'est vraiment récent. Ça date de- d'une dizaine d'années, c'est tout. Et je constate aussi que culturellement, nous sommes dans une époque, effectivement, où, par exemple, les jeunes, les enfants, sont en arrêt, ils sont en arrêt sur image. Ils ne veulent pas continuer le monde d'hier, c'est clair. Donc, ils se marginalisent de toutes les manières possibles. Ils, euh, ils, euh, ils ont le droit de dénoncer les choses qui ne vont pas. Donc, du coup, il y a une espèce de vérité qui est entendue et en même temps, il y a un blocage qui est perçu au niveau culturel, au niveau des ados, au niveau des jeunes, au niveau des personnes âgées, au niveau des hommes, au niveau des... Les femmes ont changé, les enfants ont changé, ne sont plus les mêmes, et les hommes ont également changé. Et je trouve que c'est à la fois un très bon signe, c'est la preuve que nous évoluons, et en même temps, il faudrait que ce soit perçu comme un encouragement à, Hmm. euh, à l'audace du changement, du lâcher-prise, du détachement et du pardon. Parce que là, en ce moment, il se passe quand même un phénomène extrêmement fort, c'est que euh, ça explose de tous les côtés. Le ressentiment n'a jamais été aussi fort. Il y a un énorme besoin de, de vivre le couple, de vivre l'harmonie du couple, qu'il soit sacré ou qu'il soit parental ou qu'il soit amoureux ou qu'il soit fraternel ou qu'il soit le couple intérieur aussi, tous ces couples-là. Et il y a une difficulté.
à atteindre cet état parce qu'on n'a pas réglé les ressentiments. Donc il y a vraiment, on est aujourd'hui, on a percé l'abcès, mais il faut le soigner. Et le soigner, c'est pour moi le pardon, le lâcher-prise, le détachement, l'intelligence. Et on a un peu de mal à rentrer là-dedans parce qu'on est encore dans notre quant à soi. Et je trouve que, alors, les femmes qui entendront ça, ça ne va pas toujours leur plaire. Enfin, ça dépend. Mais je trouve qu'il y a un effort. Enfin, je ne sais pas si c'est un effort ou c'est l'humanité qui est comme ça. Mais en tout cas, il y a une réalité, on va dire, aujourd'hui, c'est que les hommes sont au bord du gouffre, au bord de quelque chose, comme tu dis, du précipice, et qu'il y en a beaucoup parmi ces gens, ces hommes, qui osent demander de l'aide. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu vois un homme, je le cite dans mon livre, mais qui m'a beaucoup impressionné, j'ai beaucoup d'estime pour cet homme. Je lui ai d'ailleurs signifié cette, cette admiration que je pouvais avoir ou cette estime que je pouvais avoir pour le travail qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, sa femme a tout changé dans sa vie. Sa femme, elle était en reconversion professionnelle, une opportunité de changement. C'était une femme de pouvoir. Elle avait tout réussi, elle avait de l'argent. Et là, elle avait une possibilité à 55 ans de changer de vie. Alors, elle a pris la décision de changer de vie, mais en prenant la décision de changer de vie, donc mise au changement, retraite anticipée, changement de vie, perte de pouvoir, on va dire, relationnel, professionnel, qui est tout d'un coup à la maison. Hein, et bien là, elle s'est retrouvée avec un mari qu'elle a depuis 35 ans, avec plusieurs enfants qu'ils ont ensemble. Et elle s'est dit, mais il n'a pas bougé. Moi, je bouge et lui n'a pas bougé. Donc, elle lui a signifié que c'était terminé, qu'elle ne voulait pas continuer avec un homme qui ne changeait pas. Et donc, elle lui a vertement signifié qu'il fallait qu'il change. Et comme cet homme l'aimait, eh ben, il l'a consulté, un peu poussé par elle, c'est sûr, mais pour changer. Mais il n'avait aucun moyen de changer, aucune clé. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, ma femme voudrait que je change. Je veux bien, mais je ne sais pas ce qu'elle veut. Et je ne sais pas comment on fait. Je ne vois pas pourquoi elle veut que je change. Mais en même temps, il m'a dit de venir vous voir. Donc, eh ben, je suis d'accord. Donc, du coup, cet homme, il a fait un apprentissage incroyable. J'oserais dire une initiation de changement de vie. C'est un homme qui a eu inévitablement un père hyper exigeant et absent, qui a vécu avec un secret qu'il n'a pas partagé avec ses enfants, donc il ne leur a pas fait confiance. Et bon, du coup, ce monsieur, il s'est débrouillé par lui-même en faisant une belle famille sérieuse, responsable, etc. Puis à un moment donné, sa femme lui dit, je voudrais que tu parles plus, que tu sois plus sensible, que tu sois moins bourrin, que tu sois plus éveillé, que tu t'ouvres à des idées plus subtiles. Et le monsieur, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui prend? Elle est folle, elle est rentrée dans une secte, c'est quoi le problème? Et en fait, c'est une femme très sensée et intelligente. Et donc, ils se sont tous les deux euh, attelés à un changement qu'ils ne pouvaient pas faire ensemble. C'est difficile de faire un changement ensemble quand on est en couple. Hein. Quand on passe d'un état à un autre état, c'est rare les couples qui peuvent faire ce changement. Donc, il y a souvent des séparations qui se mettent en place pour que chacun puisse changer et se retrouver après. Dans l'idéal, ça serait de changer ensemble, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, pour eux, eh ben, ça a été 3 années de houle, d'incertitude et tout ça, mais d'intelligence et de constance qui ont fait que 3 ans après, eh ben, le changement, il est là chez les deux. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et ça, franchement, il y en a quelques cas marquants comme ça qui sont encourageants parce que ça veut dire d'abord qu'on peut changer, tout le monde peut changer, quel que soit l'état dans lequel on est, et qu'on peut se faire aider, que ce n'est pas une honte, que ce n'est pas une preuve de faiblesse, qu'on est conscient que les hommes ont une façon de voir à laquelle ils tiennent et qui est assez limitée, et qu'ils ont le droit de voir autrement, mais il ne faut pas leur présenter cette manière de voir autrement sans les considérer dans leur sensibilité masculine. Je pense qu'il faut les introduire
dans un plan de conscience spirituelle qui fait partie de leur caractère. Ça passera pas par un changement de personnalité. Mhm. Ce qui est- Quand tu me dis ça, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, Euh, chez les hommes, il y a quelque chose qui vient se jouer quand il y a des changements. Souvent, enfin, je vois dans tes exemples, c'est un monsieur qui part à la retraite, sa posture elle change. C'est qu'un homme qui va se marier, d'un coup, sa posture elle change. C'est un homme dont sa femme va bientôt De accoucher, voir l'enfant. donc la posture de sa femme change et sa posture envers lui change. Et finalement, est-ce que le problème viendrait pas juste de d'incarner sa part féminine. Alors, comment je vais le dire, c'est plutôt, pour moi, le masculin, il y a quelque chose un peu d'immuable, c'est comme si c'était l'axe intérieur, et le féminin, c'est le lien à la matière, donc au changement, au rythme, à la vie, et que finalement, les hommes, il faut juste qu'ils incarnent et qu'ils assimilent leur part féminine. Parce que on voit bien que ce qui les bouscule, c'est quand ça change dans leur vie. C'est comme là, l'exemple que tu disais, c'est la femme, sa femme change, elle change de vie, donc elle change dans sa structure, elle se transforme. L'homme qui était dans son immuabilité, d'un coup, il y a un truc qui le transforme et il est en panique. Qu'est-ce qu'il fait? Ma femme change, ça me va plus. Mais finalement, la seule chose à appréhender, ça serait amener les hommes à appréhender le changement intérieur et extérieur. C'est ça. Alors qu'on l'a sans doute enseigné longtemps à travers l'histoire que dès qu'il y avait un changement, il y avait un risque et que du coup, et que ça pouvait être aussi une faute et qu'ils avaient la responsabilité de la stabilité et de la rigueur. Donc, je pense qu'il faut qu'ils apprennent autour de cet axe dont tu parles, d'onduler, de s'assouplir, de recevoir les vibrations qui circulent autour de l'axe, et puis d'en profiter et de les nourrir de leur qualité, c'est-à-dire de puissance, de force, de, de, de fraternité, de communion et puis de confiance aussi. Ce sont quand même d'engagement qui sont des qualités mais normalement masculines. Donc je Il y a, pense qu'on réapprend ça. Mais franchement, je dirais là qu'avec toi, que des gens comme toi et toutes les pratiques que vous faites dans les accompagnements d'hommes, les partages, les confidences, les réseaux de confiance qui peuvent s'établir pour oser changer ensemble, c'est ça, hein, je pense, qui se passe dans les groupes d'hommes. Ben, c'est une, euh, c'est un apprentissage et une formule totalement en adéquation avec le respect du masculin. Il a besoin de ça pour pouvoir oser changer et non pas qu'on lui reproche quelque chose. Alors, si on pouvait retenir quelque chose de ce livre, ça serait vraiment de, de prendre conscience qu'on peut être souvent dans le reproche et dans l'accusation de fautes et d'erreurs et de défauts, et que peut-être simplement si on s'autorisait à changer de vocabulaire et à attribuer ces choses qui ne conviennent pas dans le masculin à peut-être des blessures qui en sont la cause, et que du coup, en soignant, en donnant le droit à l'homme d'être blessé et en donnant le droit de se soigner, on lui accorderait la possibilité de la transformation. Et il y aurait du coup une confiance incroyable dans l'énergie du couple. Euh, Moi, j'ai une question qui me vient quand tu dis ça, parce que j'y ai été confronté il n'y a pas très longtemps. Donc là, on rentre dans une période où, ok, on admet que le masculin n'était pas mauvais mais blessé, qu'on peut se reconnaître en tant qu'homme en ayant été loyal à des comportements immatures du masculin ou des comportements blessés. Et il y a tout un mouvement féministe qui est contre le masculinisme. Et donc, dès que les hommes commencent à changer, et à vouloir se guérir, moi, j'ai été, tu vois, cette semaine, j'ai été incendié et insulté par une femme qui me disait, mais vous comprenez pas, vous faites partie du masculinisme parce que vous voulez aider les hommes à retrouver, j'allais dire, leur puissance dans la peur de, ah, mais si les hommes, ils sont encore plus puissants, ils vont encore plus faire de mal aux femmes. Alors que moi, j'étais en train de lui dire, mais non, j'apprends aux hommes à trouver leur vulnérabilité. Et comment tu le perçois, justement, cette peur du féminin que les hommes se transforment, parce qu'il y a aussi des résistances de ce côté-là, quoi. Oui.
Ben, j'ai une belle expérience comme la tienne. Là. Quand je suis parti j'ai eu la chance d'être invité à La Réunion pour le 8 mars, c'est l'année dernière, donc pour le jour du droit international de la femme. Et j'ai été invité avec le livre sur se libérer de la lignée, guérir son féminin. Il venait de sortir, donc c'était vraiment un cadeau. Et j'ai été invité par une personne de pouvoir, femme, qui avait tout pouvoir. Donc, du coup, euh, voilà, l'autoroute, quoi, tu vois, c'est le truc agréable. J'y étais à carte blanche et on m'a dit, vous faites ce que vous voulez, vous ferez une conférence sur votre livre, mais ça serait bien de faire des choses dans les quartiers. Et donc, on a organisé des ateliers dans plusieurs quartiers populaires de la ville de Saint-Denis à La Réunion. C'était extraordinaire. Pour moi, une expérience que j'avais jamais vécue de ma vie et extraordinaire avec une équipe de personnes superbes, des hommes et des femmes, et surtout cette chef de bande là qui était cette femme organisatrice et décideuse qui voulait sincèrement, politiquement et dans son cœur de femme apporter des solutions aux femmes blessées de la région euh, qui sont en bataille, qui sont en blessure, qui sont en capacité à changer, qui mettent toute leur énergie pour la transformation, mais qui ont un grand bagage de blessures féminines, de féminicides, de violences, de perte d'enfants, de racisme, de discrimination de toutes sortes. Et, euh, et alors, du coup, quand j'ai été, moi, dans la joie de partager que j'allais écrire un livre pour les hommes, eh ben, j'ai senti tout d'un coup une chute d'énergie parce que quelque part, il y avait une peur. Il y avait d'abord, on n'a pas du tout envie que les hommes se soignent, on a envie que vous nous soigniez, que vous nous donnez des outils pour nous soigner, mais là, c'est pas fini. Nous, on n'est pas encore guéris. Donc, n'allez pas passer le relais aux hommes alors que nous, on n'a pas encore obtenu la guérison. Quelque part, il y avait ça. Il y avait aussi, et ça m'a surpris en tant qu'homme, une espèce une colère qui émergeait du fait qu'on faisait attention aux hommes, alors qu'en fait, il faut continuer de faire attention aux femmes jusqu'au bout, jusqu'à la guérison. Et sera-t-elle à un moment donné perçue? Je ne sais pas. Moi, mon langage, c'était que, il me semble, mais je suis conscient des réalités objectives, des choses qui existent encore, mais il me semble que la blessure du féminin, elle a été pensée avec un A et un E, elle a été travaillée avec bienveillance, avec intelligence, avec finesse, avec force, avec puissance, et que je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire elle est guérie. Sauf que ceux qui continuent à revendiquer la blessure et la victimisation ne rentrent pas dans la validation de leur guérison et sont dans la revendication d'un statut qui donne des droits de guérison, mais qui introduit automatiquement la victimisation. Et je pense que là, il y a un effort d'humanité extrêmement puissant, à un moment donné validé qu'on a changé. Si on a Mmh. changé, alors on est obligé, c'est toute la démarche du pardon. Quand on a pardonné, on est l'autre qui nous a fait du mal, il est libre. Sinon, c'est qu'on n'a pas pardonné. Tu vois, on peut pas avancer et rester dans l'exigence avec celui qui nous a blessés et nous sentir affranchis de la blessure et ne pas libérer celui qui a blessé. Il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Donc, il faut aller jusque-là, c'est autoriser l'autre à être libre de nous, les hommes et les femmes, pour pouvoir, chacun de son côté, parce que pour l'instant, ensemble, c'est un peu compliqué, se libérer, valider sa blessure et se retrouver dans une énergie masculine et féminine qui aura changé. Mais c'est une vraie réalité de ce que tu dis. Et du coup, il faut faire super gaffe. Et nous, on n'est pas toujours délicat, on va dire diplomate, c'est des qualités féminines, hein, c'est l'éminence grise, hein, la diplomatie, donc c'est féminin par excellence. La vésicule biliaire, pour moi, dans la chair, complètement, alors que le foie, c'est le général des armées, ça peut être un gros con, quoi, tu vois, qui emporte toutes ses troupes dans le mur, quoi.
Ça peut être le dictateur. Si le couple est intelligent, il va y avoir la force du général et l'éminence grise de l'impératrice qui va être là. Et là, on va avoir une très belle énergie. Et je pense qu'on est complètement là-dedans aujourd'hui. Et qu'en plus, l'année 2023, l'année 7, qui est porteuse de tout un tas d'énergie, de dualité, elle va nous entraîner automatiquement à faire super gaffe à nos égaux d'hommes et de femmes, parce qu'ils pourraient être un petit peu ébouriffés et à mauvais escient et nous emporter dans une espèce de nouvelle bataille qui n'est pas légitime du tout. C'est pas ça qu'on cherche ni les uns ni les autres. Merci pour ces mots. Je ne sais pas si elles plairont à tout le monde, mais en tout cas, je les pense. Hmm. Non, mais parce que, en plus, c'était tout frais, c'était cette semaine, cet exemple, donc c'était intéressant d'avoir ton retour. Parce que Mais moi, je me dis, si on attend qu'il n'y ait plus de souffrance des femmes dans le monde avant que les hommes commencent à changer, on peut attendre longtemps, parce que des souffrances, il y en ouais, aura tout le temps. Et c'est de bien se sûr. dire, ben oui, j'entends, tu vois, la colère de ces femmes-là qui restent attachées à la souffrance de la domination du masculin. Mais il y a aussi de se dire, en fait, le monde, il est en train de changer. Donc, on peut regarder derrière, on peut se dire, OK, il y a eu ça, il y a encore ça dans le monde, parce que c'est pas gagné, hein. C'est sûr que la condition des femmes a besoin d'évoluer dans le monde, parce qu'il y a plein de pays où c'est plus compliqué, mais même en France, j'imagine qu'il y a plein d'endroits où c'est encore compliqué. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas valoriser le changement du masculin, justement, qui tend à rééquilibrer. Parce que pour moi, un homme qui travaille sur lui, qui s'ouvre à sa vulnérabilité, au bout d'un moment, quand il a trouvé sa vulnérabilité, il peut être que sensible à la vulnérabilité à l'extérieur et il va plus agir de la même manière. Donc, ne pas vouloir qu'un homme se transforme, c'est ne pas vouloir que le monde se transforme. Donc, c'est un Oui, peu limitant quand même. c'est vrai que c'est limitant, mais on est un petit peu limités les uns les autres. Je pense que l'abolition du patriarcat, qui est une vraie nécessité, qui est totalement légitime et qui est une déconstruction, hein, c'est mis en œuvre hein, quand même, c'est une déconstruction. C'est comme si tout d'un coup, tu as enlevé des édifices qui ont été construits pendant des milliers d'années et qu'il faut enlever de la terre, quoi. Donc c'est comme si tout d'un coup on a enlevé comment ça s'appelle, les éoliennes là qu'on a mis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années à construire et qu'on se disait du jour au lendemain ça n'est plus du tout légitime, il faut les enlever. Et c'est un boulot de titan. Donc il y a ce patriarcat à, à accepter de rompre, puis à transformer au fur et à mesure que c'est possible, et en donnant le droit aux hommes nouveaux, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Tu seras un nouvel homme, mon fils, d'avoir cet héritage de patriarcat qui l'encombre tout autant qu'il encombre sa partenaire ou le féminin autour de lui, mais en même temps lui donnant les moyens de devenir une autre personne, un nouvel homme, Hmm. libre de cette dépendance au patriarcat qui a été entretenue socialement et archétypalement depuis des siècles. Parce que moi, ce que j'entends souvent tu vois, la résistance à ce changement, c'est que certaines femmes ne puissent pas entendre quand on dit et des hommes sont victimes. Victimes du patriarcat, victimes de la virilité, victimes du système, et qu'ils ont eux-mêmes été piégés dans ce système-là, éduqués dans ce système-là, mais en même temps, ils ont été victimes parce qu'ils ont dû mettre leur part sensible et vulnérable de côté. Et j'entends souvent que c'est ce mot-là, victime, qui les fait bondir parce que dire que les hommes sont victimes d'eux-mêmes, c'est un peu se foutre de la gueule du monde parce que c'était eux les bourreaux. Et c'est souvent c'est joué sur la syntaxe, mais j'ai l'impression que c'est ça qui fait réagir, quoi. Oui, oui. Enfin Le bon. privilège de la souffrance, hein, ça, on y est souvent attaché. Il y a une blessure qui parle bien de, enfin, comment dire, qui évalue bien cette neutralité de la souffrance, c'est les abus d'enfants, hein, que ce soit des garçons ou des filles, qu'on soit abusé enfant. Et ben là, quand on retrouve, quand on parle, ça m'est arrivé quand j'étais
à la Réunion, quand on a abordé la blessure d'abus, de pédophilie, mais chez les hommes, alors là, il y avait quelque part une vraie compassion. Pourquoi? Parce que ça passait par la compassion que la mère peut avoir pour l'enfant. Elle a Hmm. des difficultés à avoir de la compassion pour l'homme, surtout quand il est prédateur ou quand il est abuseur. Mais l'enfant, cet homme-là, si on lui dit, mais cet homme-là a été abusé enfant et il est devenu bourreau après. Il y a un bel exemple Hmm. comme ça qui s'est passé, c'est que la veille de mon arrivée à La Réunion, il y a eu une tragédie, il y a eu un féminicide. Et en fait, il y a une jeune femme qui s'est fait trucider à coups de couteau par son compagnon, qui ensuite s'est jeté par le pont et s'est suicidé. Donc, quand je suis arrivé, c'était tout frais, c'était dans les journaux. Et à la première réunion qu'il y avait, la représentante de l'association contre le féminicide s'est retrouvée face à moi en me demandant ce que j'en pensais. Et je lui ai répondu, moi, je suis thérapeute, je ne suis pas politicien. Donc, je ne suis pas là pour protéger les femmes des prédateurs, je ne suis pas là pour enfermer les prédateurs, mais je suis thérapeute. Et là, dans le cas que vous me citez, j'ai deux personnes à soigner. J'ai cette femme qui a été violentée et j'ai cet homme qui s'est suicidé et qui va laisser une empreinte dans sa famille et dans l'inconscient collectif qui est totalement 100% négative et qui ne sera donc pas pardonné et qui va laisser une trace qui pourrait se reproduire. Si quelqu'un ne s'occupe pas de lui, ça va se Hmm. reproduire. Donc, si tu es thérapeute et humaniste, tu vas essayer d'avoir de l'amour pour celui qui s'est flingué après avoir tué une jeune femme et pour celle qui s'est retrouvée violentée. Mais les deux, on va essayer d'avoir du cœur et de l'intelligence pour les deux, et donc de les soigner tous les deux. Et quand j'ai pu lui dire ça, alors dans les mots, c'était un peu musclé, mais dans les regards, dans les âmes de cette personne à moi-même, c'est passé. Et après, elle est venue dans mes bras direct. Il n'y a pas eu de mots. Il y a eu d'accord. C'était un accord. Et du coup, on s'est pris dans les bras. Mais c'était trop compliqué d'en parler à la limite. Je pense que ça aurait été un débat. Alors que là, de cœur à cœur, on était d'accord. Ce qui prouve que pour arriver à mettre des mots entre les hommes et les femmes, pour quitter les débats et pour parler de cœur à cœur, alors faut vraiment trouver un chemin. Hmm. Ouais. Je dirais la compassion. Moi, j'ai l'impression que souvent, on oublie que le couple victime-bourreau, c'est un couple. Ça veut dire que le bourreau, s'il fait subir ça à la victime, pour moi, c'est une polarité comme le Tao. Il y a celui qui est en yin et celui qui est en yang, celui qui est en plein, en vide et en excès. Mais finalement, les deux vont ensemble. Ça veut dire que le bourreau, si il est dans cette posture, c'est qu'il est lui-même blessé. À part, j'allais dire, peut-être une personne sur 100 millions qui est vraiment psychopathe et qui va le faire de manière en conscience, mais les trois quarts du temps, les gens qui font souffrir les autres, c'est qu'ils sont pas bien à l'intérieur. C'est une manière de, peut-être complètement bancale, de chercher de l'amour, de trouver, de se guérir, mais il n'y a pas de, il n'y a pas enfin, pour moi, l'un va pas sans l'autre, quoi. Et que souvent, on va voir le bourreau comme celui qui agit sur la victime, mais qu'en fait, lui-même est victime, lui-même est en souffrance. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on dépasse maintenant. Arrêter de se dire, oui, il y a un dominant, un dominé, mais il y a deux victimes, et comment on guérit ces deux-là en même temps, quoi. Oui, oui, oui. Je pense que le rôle de la victime, euh, il est à réévaluer, à voir différemment. Elle n'est pas victime et souffrante uniquement. Elle est là pour réveiller euh, le comportement de tout le monde et je dirais comportement collectif. Quand on est face à des tragédies, à des choses qui nous dépassent, qui dépassent l'entendement, alors quel est le sens d'une histoire pareille si ce n'est de bouger le monde? Un énorme prédateur, qui est le gros psychopathe dont tu parles, il va avoir une influence sur le collectif. Il va faire réfléchir les gens à travers l'histoire. Tu vois, on va s'en rappeler.
de ce personnage-là. Mais en fait, c'est toujours pour nous mettre en face une partie de notre réalité, Hmm. pour qu'elle ne se reproduise pas, ou pour elle se dissolve, pour qu'il y ait quelque chose qui se défasse, et pas pour juger oui ou non, ou bien ou mal. Ou, là, je pense que ça, je pense qu'on est là-dedans aujourd'hui. On est dans cette. En même temps qu'on quitte le patriarcat, il faudrait quitter cette réduction de jugement que nous avons entre le bien et le mal, euh, pour pouvoir, pour pouvoir voir les choses autrement, en fait. C'est peut-être, c'est peut-être ça justement le paradigme qu'on est en train de changer. On n'est plus dans les polarités bien, mal, est, ouest, féminin, masculin, mais c'est pour moi, hein, c'est de voir le monde comme une unité avec des tonalités différentes, mais qui sont reliées. C'est comme une pile qui a le plus et le moins, mais elle peut pas avoir que le moins ou que le plus. C'est comme le yin et le yang, il y a le yin et le yang, mais séparément, Oui. ça n'a pas de sens. Qu'en fait, on rentre dans un système dynamique où tout est un, enfin, moi, j'allais dire oui, tout est un, mais on a toutes ces facettes en nous, on a toutes ces facettes de bourreau et de victime, l'autre aussi, et que finalement, comment on alchimise ça pour vivre ensemble? Moi, c'est comme ça que je le perçois en ce moment, mais ça va être un défi de plusieurs centaines d'années. En tout cas, c'est un défi de conscience d'humanité, c'est vrai, mais on est en plein dedans aujourd'hui, hein. Hmm. Hmm. Et il y a eu quand même beaucoup de livres sur le masculin qui ont été écrits cette année, hein. Ces 2 années, là, il y a au moins 6 livres qui sont sortis en même temps. Donc, il y a une vraie à la fois une vraie demande de solutions et de pistes d'éveil et de libération et de transformation. Et en même temps, il y a une vraie réceptivité des hommes et des femmes à pouvoir entendre euh, un Hmm. discours qu'on ne pouvait pas entendre jusqu'à maintenant. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent que le livre sur les hommes les ont beaucoup touchés, les ont beaucoup touchés parce que ça leur a permis de comprendre le comportement des hommes de leur famille, de leurs frères, de leurs pères, de leurs conjoints. Souvent, c'est pas forcément le conjoint qu'il faut comprendre, le partenaire de vie qu'on a choisi, qu'on va choisir en fonction de qui on est, hein, donc pas simple le choix, mais c'est intéressant de voir les hommes qui nous entourent, c'est-à-dire ses frères, ses oncles, ses parents, sa lignée, de se poser la question, comment sont les hommes de ma lignée? Et si on est un homme, de se dire, est-ce que ça me convient? Est-ce que moi j'apporte quelque chose de nouveau? Ou est-ce que je pourrais avoir une idée nouvelle? Et à partir de là, eh ben, entreprendre de changer l'histoire. Hmm. Waouh! Ça en fait, hein. Changer Ouais. l'histoire de la lignée, c'est un vaste programme aussi, hein. Alors, c'est un vaste programme et parfois, il suffit de peu de choses. Parce que, par exemple, quelqu'un de, un enfant qui arriverait maintenant, un jeune qui serait là maintenant, peut arriver à pardonner quelque chose qui n'a jamais été pardonné sur plusieurs générations, et en un coup de pardon, si je peux dire, qui amènera une compréhension autrement Hmm. et et à l'audace d'en parler déjà, hein, donc une espèce d'ouverture d'esprit qui va faire que on va pouvoir dire ce qu'on n'aurait jamais dit auparavant, et qu'ensuite on va essayer de le voir autrement. Par exemple, que les pères, les hommes de la famille qui étaient maladroits et violents, eh ben, avaient des blessures. Eh ben, ce jeune homme-là peut être celui qui déclenche la guérison dans la famille, et donc ça peut se faire très rapidement. Hmm. Alors qu'avant, dans les générations d'avant, ça mettait des générations où on a entretenu le secret et la blessure. Aujourd'hui, ça va vite. Oui, ça va vite, et puis on est dans Quand les un... mamans, oui, Ouais, vas-y, vas-y. non, je disais, quand il y a une chose qui est bien, c'est que quand une mère, une femme qui est mère et qu'elle a un fils, et qu'elle tient bien évidemment, et qu'elle voit que ce fils, il est en, en difficulté d'épanouissement, de réussite professionnelle, de parcours,
de ceci, de cela. Et que du coup, l'amour qui est là, qui est un amour incroyable, hein, qui est vraiment inconditionnel, l'amour qu'elle peut avoir pour son fils, enfin pour son enfant d'abord, qui se trouve est un fils, peut l'aider, si elle l'étudie bien, cet amour-là, peut l'aider à avoir cet amour pour son compagnon, pour son père, pour les autres hommes, etc. Donc, je pense qu'il faut compter sur la force, la puissance de compassion et d'amour des femmes, du féminin, pour pouvoir attribuer une force de changement au masculin. Mais il faut qu'elle nous l'accorde. Hmm. Alors que si elle le refuse en disant non, non, il n'y a pas de raison, ce n'est pas le moment, d'abord c'est moi qui dois m'en sortir, alors là, on est privé de quelque chose d'extrêmement puissant qui nous a construit toute notre vie parce que, encore une fois, nous sommes tous conçus par une maman et nous sommes tous sur cette terre grâce à une maman. Donc, automatiquement, il y a ce passage-là initiatique nous a marqué euh, corps et âme. Merci Bernard pour tout cet échange. Et ben, moi justement, si vous voulez être une bonne mère pour vous, n'hésitez pas à aller feuilleter le livre de Bernard, justement. Vous allez peut-être pouvoir avoir des indications sur vos blessures du corps. Tiens, parce que dans les blessures du corps, il parle aussi, bah, tiens, la symbolique de quand on a un problème de prostate, de testicules, de poumons, de côlon, de cerveau, à quoi c'est lié avec le masculin. Voilà, il y a aussi tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez être une bonne mère pour vous, vous plongez dans ce bouquin, vous le feuilletez, vous allez voir ces beaux témoignages, ces peut-être des blessures qui vont résonner pour vous au point de vue archétypal, au point de vue sociétal, et que ça peut être aussi eh ben, un livre de chevet à offrir à son compagnon en le posant comme ça, discrètement, pour qu'il Discrètement. aille feuilleter, et puis aller se dire, ah tiens, ça parle de moi, ça. Mais tu sais, tu ne crois pas si bien dire, j'ai une amie euh, qui est psy et et qui donne ce livre, qui offre ce livre à plein d'hommes autour d'elle. Dès qu'elle a une discussion, dès qu'elle sent quelqu'un, dès qu'elle aide, c'est une femme qui a des enfants, qui a un fils, petit-fils et qui a une vie bien chargée et et qui se sert quelque part de, de toute sa compréhension pour passer délicatement un message, pas brusquement. Et donc, elle a trouvé comme moyen d'offrir le livre. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, mais en tout cas, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'était une transmission, tu vois, une transmission délicate, pas autoritaire ni ironique, hein, parce que ça, on n'aime pas, mais mais un cadeau, voilà, c'est un cadeau. Si c'est un vrai cadeau, c'est génial. Merci Bernard. Ben voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire un cadeau ou offrir un cadeau, et ben je vous conseille ce livre voilà, vous allez trouver plein de petites pépites dedans. Est-ce que tu as envie de nous partager un dernier mot, Bernard, avant qu'on clôture? Oui, j'aimerais bien dire que je pense qu'on est en début d'année, donc ça tombe bien. Et en plus, on a un début d'année prolongé. Tu sais que selon les traditions, le début d'année, c'est le 1er janvier ou alors c'est le 21 mars. Donc, on a le temps d'ici le 21 mars pour souhaiter des vœux, pour faire des rituels de transformation, etc. Donc, on peut mettre le paquet. On a le temps de réfléchir à des vœux. Et moi, le vœu que j'aimerais bien faire pour tout le monde et pour moi compris, c'est qu'on soit vigilant, parce que je pense que le monde demande une grande vigilance, que l'on soit riche de toutes ces 3 dernières années compliquées, mais qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses, de changer, d'accepter notre réalité, d'être honnête, si on veut vraiment, d'être lucide. Et à partir de
de ces deux choses, la vigilance et puis la lucidité, je pense on peut rentrer, j'en suis convaincu, euh, c'est ma foi en tout cas, mon espérance aussi, je suis convaincu qu'on peut vraiment se métamorphoser et que l'identité masculine, l'identité féminine et le couple peuvent réellement changer. Mais ça nous demande vraiment de s'impliquer. Ça ne se fera pas par les autres, mais par nous-mêmes. Merci Alors, pour ces... aimons-nous, en fait. Hein. La phrase aimons-nous les uns les autres, c'est tout con, mais c'est vraiment ça. Quoi. Hmm. Merci Bernard pour cette belle conclusion. Eh ben, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette interview, qui suivent cette chaîne avec tout ce que je propose. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, je ne sais pas pour vous. Et à bientôt alors. Merci Bernard. Merci. À bientôt. Au revoir.